Il est 14 h, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez pour le non-stop. Nous sommes ensemble jusqu'à 17 h. Bonjour à tous, bonjour Benjamin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le commissariat de Vitry-sur-Seine, près de Paris, attaqué par une vingtaine d'individus dans la nuit de dimanche à lundi. Des tirs de mortier d'artifice et des cocktails Molotov ont été utilisés. 3 personnes ont été interpellées, une est en garde à vue, on en parle dans ce journal. Justice a été rendue, annonce de Joe Biden. Les États-Unis qui ont tué le numéro 1 d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, sur son balcon à Kaboul, en Afghanistan. Celui qui était l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001 était recherché depuis plus de 10 ans. La sécheresse, Paris et la Petite Couronne sont à leur tour en vigilance. Toute la France métropolitaine est désormais sous surveillance, ce qui pousse les autorités à imposer aux habitants des restrictions d'eau. Les faits se sont produits dans la nuit de dimanche à lundi. Le commissariat de Vitry-sur-Seine a été attaqué au mortier d'artifice et au cocktail Molotov par une vingtaine d'individus. Attaque très violente qui a duré environ 45 minutes. Les précisions sur place de Jérémy Père. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 31 juillet au 1er août dernier. Une vingtaine d'individus habillés en noir, cagoulés, ont attaqué ce commissariat avec des cocktails Molotov et des engins d'artifice visant délibérément les véhicules et le bâtiment. D'un point de vue matériel, il n'a pas eu trop de dégâts dans ce commissariat. Seule une voiture de la BAC a été en partie détruite par un des projectiles qui a été lancé. Du côté de l'enquête, 3 personnes ont été interpellées dans la nuit. Une a été placée en garde à vue et est toujours en garde à vue à l'heure où l'on se parle. On a pu discuter avec un des policiers de ce commissariat qui nous expliquait que cette attaque était préméditée, préparée de façon minutieuse, qu'elle a duré 45 minutes au milieu de la nuit aux alentours d'1 h du matin. Et selon la police, elle serait une réplique à une interpellation qui aurait été menée dans la journée dans un autre quartier de Vitry-sur-Seine sur fond de trafic de drogue. Et Vincent Ventigame du service police-justice de BFM TV est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour. À l'heure actuelle, l'heure de la piste des représailles est à l'étude. Exactement. Alors pour l'instant, aucune hypothèse n'est privilégiée, mais c'est vrai que l'hypothèse d'un événement en représailles à une arrestation qui a eu lieu ce week-end dans la cité voisine, la cité Lucien Français, est quand même dans l'esprit des enquêteurs. Tout simplement parce que les faits qui sont produits ce week-end à l'origine sont ceux d'une simple voiture qui patrouille dans le quartier Lucien Français. Ils sont insultés par différents individus et puis ils procèdent à l'interpellation d'un homme. Ça se passe relativement mal. L'homme outrage, fait acte de rébellion, il est interpellé. Et ce serait donc en représailles à cet événement qu'une vingtaine d'individus s'en sont pris au commissariat de Vitry-sur-Seine dans la nuit de dimanche à lundi. Alors pourquoi est-ce que les enquêteurs étudient cette thèse? Tout simplement parce que l'attaque de Vitry-sur-Seine était quelque chose de coordonné, d'organisé. On voit notamment qu'il y a eu 2 événements sur les 45 minutes d'affrontement. Une première attaque avec des mortiers et puis une seconde attaque avec des engins d'artifice, notamment. Les enquêteurs ont retrouvé sur place l'un de ces mortiers d'artifice qui était littéralement accroché à une barrière pour s'en servir un peu comme une barricade, comme si les événements avaient été vraiment préparés. Et du reste, la préfecture de police indique aujourd'hui qu'elle a renforcé le secteur pour éviter que les événements se poursuivent et qu'elle procède au contrôle des caves pour voir si d'autres engins incendiaires peuvent être découverts. Merci beaucoup Vincent pour toutes ces précisions. C'est la fin d'une traque de plus de 20 ans. Les Américains ont tué le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, par une frappe de drone. C'était l'un des cerveaux présumés des attentats du 11 septembre 2001 qui avait remplacé Ben Laden. Les dessous de cette incroyable opération préparée depuis plusieurs semaines avec Emeline Darcourt. Cibler le numéro 1 d'Al-Qaïda et ne pas faire d'autres victimes, c'est le principe qui a guidé cette frappe aérienne contre Ayman al-Zawahiri. Selon 5 témoignages recueillis par l'agence de presse AP, la frappe a été menée par la CIA. Début avril, le renseignement reçoit l'information de la localisation du domicile d'al-Zawahiri. Il appartiendrait au ministre de l'Intérieur taliban Haqqani, qui habite lui-même à proximité. C'est le quartier de Shirpur, qui est un quartier du centre de Kaboul, qui est quasiment un quartier officiel de la capitale. C'est là où se trouvent les villas et les palais, très sécurisés. C'est le quartier où se trouvent grosso modo toutes les huiles talibanes. Donc il n'y avait aucun moyen que les talibans n'étaient pas au courant de la présence de Zawahiri là. Et par ailleurs, on voit bien qu'Azawahiri, qu'on a repéré plusieurs fois au balcon, il ne se sentait pas particulièrement en danger. C'est-à-dire qu'il se sentait relativement protégé. Ouais. Joe Biden est informé avec des points réguliers en mai, en juin, puis le 1er juillet, dans la salle de crise de la Maison-Blanche, se tiennent auprès du président son conseiller à la sécurité nationale
les directeurs de la CIA, du Renseignement national, du Centre de lutte contre le terrorisme. Une maquette de la maison d'Al-Zawahiri est présentée à Joe Biden. Le président approuve l'opération le 25 juillet. Il a alors une exigence, qu'il n'y ait pas de victimes collatérales. Pour cela, le choix est fait d'un drone envoyant des missiles Hellfire R9X surnommés Ninja. Cette version, équipée d'un système de guidage, ne contient pas d'explosifs, mais quand elle est proche de sa cible, 6 lames se déploient. Objectif, cibler avec précision. D'après la Maison-Blanche, l'attaque avec 2 missiles Ninja a eu lieu dimanche matin à Kaboul, ce qui correspond à samedi 21h48 à l'heure de Washington. Elle n'aurait fait aucune autre victime qu'Al-Zawahiri lui-même. 14h05, on se retrouve juste après une courte pub. Propriétaire ou bailleur, en isolant votre maison par l'extérieur, restez au frais. Augmentez la performance énergétique et la valeur de votre bien. Et profitez de l'été avec 10% de remise. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Quand vous commandez comme j'aime, vous recevez d'abord ce gros colis. Dedans, vos repas pour un mois et à l'intérieur, 4 valisettes, une par semaine et dans chaque valisette, tous vos repas pour une semaine. Par exemple, lundi, le matin, muesli au chocolat, au déjeuner, blanquette de volaille, au goûter, un cookie et le soir, lasagne végétarienne. Vous allez vous régaler et perdre du poids. Alors venez vite faire votre devis en ligne. C'est gratuit, simple et sans engagement. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Côte d'Azur est à partir de 299 €. Profitez-en. Just a little bit of change, easy, show you're liking it and love it. You know that we're gonna hit the heights, but I'm sure that we're made to fit together, just like Jesus are the. C'est ça la magie du reconditionnement par Aramis Auto. Et le plus beau dans tout ça, c'est le prix, qui restera toujours d'occasion. Retrouvez des voitures reconditionnées par des experts au meilleur prix garanti. Aramis Auto, on n'a pas fini de réinventer l'automobile. Déjà, il nous faut la bonne tenue. Ok, mais surtout une bonne grosse affiche. Ah bah voilà, il faut faire rentrer Ronaldo. Sans mots. Mais ça serait pas mieux sur le terrain. La Ligue 1 Uber Eats, l'UEFA Champions League et l'UEFA Europa League, enfin réunis dans un seul abonnement à prix exceptionnel chez SFR. SFR, enjoy. Avec idgarage.com, trouvez le bon garagiste en un claquement de doigts. idgarage.com, c'est le moyen le plus simple pour comparer les devis, choisir les meilleurs garages et payer le juste prix. idgarage.com. Comparer, réserver en toute confiance. Cabaya, résiste à tous vos rêves. Découvrez nos sacs sur cabaya.com. Vous rêvez d'indépendance? Ne vous fâchez pas. Groupe Verlaine installe chez vous une centrale solaire de 3 kg pour produire votre électricité en toute autonomie au prix unique de 7 900 €. Oui, 7 900 €. Consultez nos experts sur groupeverlaine.com ou en composant le 3620 et dites Groupe Verlaine. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris.
Merci d'être avec nous sur BFM TV. On revient à présent sur cette information principale de la journée. Les Américains qui ont tué le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, par une frappe de drone. C'était l'un des cerveaux présumés des attentats du 11 septembre 2001. Il avait remplacé ensuite Oussama Ben Laden. On en parle avec François Durper, consultant aux États-Unis de BFM TV. C'est un grand succès pour le président américain Joe Biden, surtout après l'échec. Il avait été très critiqué après le retrait américain d'Afghanistan, François. Oui, Joe Biden, dans un discours de 7 minutes, il a adressé un triple message. Un message à la population américaine. Vous êtes vengés. Un message aux terroristes. Quoi qu'il se passe et quel que soit le nombre des années, nous finirons par vous retrouver. Et là, vous l'avez souligné, 21 ans de traque pour El-Zawahiri. Et puis un message pour les talibans, vous n'allez pas redevenir une rampe de lancement pour le terrorisme mondialisé ou un refuge pour tous les terroristes du monde. Néanmoins, on peut dire que Joe Biden, il est quand même critiqué. Il est critiqué par les républicains notamment, eh bien parce que les républicains disent que faisait El-Zawahiri précisément en Afghanistan, à Kaboul, à son balcon, en train, comme tous les jours, de prendre le soleil au balcon. Évidemment, ça pose une question sur la politique américaine en Afghanistan. On sait que les États-Unis sont partis il y a de cela un an, jour pour jour. Un succès donc pour les États-Unis après cette déroute en Afghanistan et surtout donc une traque, on le disait, de plus de 20 ans de cet homme de Ayman al-Zawahiri. Oui, 20 ans de traque, et on peut dire donc que c'est la mort d'un terroriste du passé, parce qu'aujourd'hui, El-Zawahiri, eh bien, quelle était son action? Il était à la direction d'Al-Qaïda, sauf que Al-Qaïda n'est plus une organisation centralisée. Donc ça veut dire qu'il ne dirigeait rien du tout. Ça fonctionne plutôt sous forme de franchise au Yémen, au Sahel, voire en Inde. Et il était surtout un influenceur terroriste capable bien de mettre des vidéos sur les réseaux sociaux, encore en mai dernier, sur le djihadisme précisément au Cachemire. Il y a une nouvelle génération de terroristes née du chaos en Irak, de la guerre civile en Syrie. Alors maintenant, la grande question qui se pose, c'est quelles conséquences pour Al-Qaïda? La première, c'est en termes de crise de succession. Et puis la seconde, c'est la philosophie du mouvement. Est-ce que finalement toutes ces succursales vont se concentrer sur les crises locales ou est-ce qu'elles vont être capables de s'unir pour une vision globale et stratégique? Il faut rappeler qu'Al-Qaïda n'a pas touché l'Europe ou l'Amérique du Nord sous forme d'attentats depuis les attaques à Londres en 2005. François, on va revenir sur cette opération, opération minutieuse préparée depuis plusieurs semaines. Oui, et avec la décision de Joe Biden, après des centaines de milliers d'heures de renseignements, c'est un succès de deux choses. D'abord, l'utilisation des drones armés, beaucoup plus précis que les drones précédents, pas de dégâts collatéraux, c'était le souhait de Joe Biden. Et puis également ce système, évidemment, de renseignement qui fait... Priorité au direct, François Durper. On va tout de suite à l'Assemblée. Vous le voyez, Marine Le Pen qui arrive. Elle va donc donner une conférence de presse pour évoquer le début de législature de son groupe RN à l'Assemblée. Évoquer également les perspectives de la rentrée. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu Marine Le Pen qui donc va prendre la parole en direct. On l'écoute sur BFM TV. Tiens, viens ici, Jean-Philippe. Bien, mesdames et messieurs, avant que l'Assemblée ne ferme pour sa traditionnelle pause estivale et que nous partions ressourcer nos esprits et prendre un peu de repos après une longue séquence électorale, j'ai souhaité vous réunir aujourd'hui pour dresser, après tout, un rapide bilan de ces premières semaines de mandature pour le tout nouveau groupe parlementaire du Rassemblement national. La stratégie que j'ai choisie depuis plusieurs années et le programme que j'ai défendu durant la campagne présidentielle ont, je le crois, porté leurs fruits. Nous sommes donc désormais 89 à représenter la seule opposition réelle à la politique d'Emmanuel Macron et surtout, nous représentons plus que jamais l'alternance démocratique de demain. Les résultats des élections, outre leur caractère historique, ont donné un groupe très représentatif de la diversité sociologique et géographique de notre pays. C'est, je crois, l'un de ses nombreux atouts. Comme l'ont pu constater la quasi-totalité des observateurs, notre groupe a su se glisser avec aisance et rapidité dans les habits du premier groupe d'opposition. Je suis, il faut le reconnaître, extrêmement fier de ce groupe et les premières semaines de cette législature ont montré
que notre famille politique commençait enfin à être représentée à sa juste place, mais que de surcroît, nous assumions avec sérieux et rigueur notre rôle institutionnel. Globalement, nous avons pu placer nos députés à quasiment toutes les fonctions que nos institutions réservent à l'opposition. Sur le fond des travaux parlementaires, ces premières semaines ont été à la hauteur des analyses des observateurs de la vie politique au lendemain des élections. Les groupes soutenant le président ne sont plus majoritaires, ce qui permet sur de nombreux sujets de faire passer des amendements importants et consensuels au sein des oppositions. Je note néanmoins que, contrairement aux engagements du gouvernement, la majorité présidentielle reste arc-boutée sur ses projets initiaux. Le moindre amendement est arraché contre l'avis du gouvernement qui, dès qu'il le peut, essaie de les annuler, comme les 500 millions d'euros que les retraités ne toucheront finalement pas sur leur pension. Le paysage politique se clarifie aussi bien plus vite que prévu. Le ralliement de l'essentiel des députés LR à la majorité est aujourd'hui évident. Le vote d'un budget même rectificatif signe l'appartenance à une majorité. Le faux compromis entre Emmanuel Macron et l'état-major de LR ne trompe personne. La droite n'a rien obtenu d'autre qu'éviter une crise sur le budget et donc une dissolution. Comme je m'y étais engagé et comme je l'avais exprimé à la tribune de l'Assemblée lors de ma réponse au discours de politique générale de Mme Borne, nous n'avons qu'une seule boussole, l'intérêt de la France et des Français. Et nos votes l'ont, je crois, illustré au cours de ces semaines, sans sectarisme, contrairement aux autres groupes, et sans volonté de faire tomber les institutions, contrairement à certains autres groupes. Cette composition de notre Assemblée a permis d'engranger quelques victoires, certaines indirectes. Je pense par exemple à la loi sur la situation sanitaire. Le refus par l'Assemblée du texte du gouvernement sur le pass a permis, après la lecture du Sénat, d'en atténuer fortement le possible impact sur le quotidien de nos concitoyens. Mais nous avons eu des victoires plus franches lors de la lecture du projet de loi pouvoir d'achat et du projet de loi de finances rectificative. Je pense en premier au bouclier tarifaire pour les utilisateurs de fioul, ou bien à la déconjugalisation de l'AAH, dont j'avais beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle. Ces victoires devraient être confirmées cette semaine, sauf si la girouette LR tourne encore pour s'aligner sur le vent soufflant du palais présidentiel. Ces premières semaines sont donc pour moi extrêmement satisfaisantes. Je suis, je le répète, très fier du travail de notre groupe qui a pu, alors même qu'il n'avait pas encore tous les moyens matériels et humains, tenir son rang et exercer la mission confiée par nos électeurs en juin dernier. Nos électeurs aussi peuvent être fiers de leurs représentants. Le gouvernement doit néanmoins comprendre que refuser la politique du pire ne signifie nullement que le Rassemblement national ne portera pas une alternative frontale face aux échecs d'Emmanuel Macron. À ce titre, le refus du gouvernement de prendre des mesures capables de débloquer la stagnation des salaires est inacceptable et nous proposerons des mesures concrètes, notamment sur ce sujet, à la rentrée. Autre exemple, le vide parlementaire de septembre signifie clairement que le gouvernement n'a pas de texte prêt à être discuté, en particulier sur la sécurité, sur la santé ou sur le contrôle de l'immigration. Cette vacance du pouvoir est préoccupante et le Rassemblement portera là aussi des projets concrets pour répondre aux attentes des Français. Nous serons, je l'ai dit, une opposition franche et résolue, mais une opposition constructive, prête à soutenir les mesures qui améliorent la vie des Français, prête à amender celles qui ne vont pas assez loin, prête à refuser celles qui vont dans le mauvais sens et enfin, voire surtout, prête à proposer un projet d'alternance. La discussion sur le projet de loi de finances sera l'occasion de pousser évidemment plusieurs de nos mesures, voire de proposer à nouveau certaines rejetées lors de l'examen de ce PLFR, car il est à craindre que les mesures votées ces jours-ci soient bien en deçà des besoins de nos compatriotes. À la rentrée, il faut aussi rappeler que nos députés et notre groupe auront des équipes de collaborateurs opérationnels et nous allons pouvoir monter en puissance en gardant ce cap. Alors, bonnes vacances à tous, et spécialement à ceux d'entre vous qui sont sur le pont depuis le début de la présidentielle. Ça fait un peu long, je confirme. Nous nous retrouverons, quoi qu'il en soit, à la rentrée pour nos journées parlementaires qui marqueront, bien entendu, cette rentrée qui sera très certainement pleine de sérieux, de rigueur, de travail et d'enthousiasme.
Je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Oh, tout seigneur, tout honneur, Monsieur Besson. Emmanuel Macron, quel bilan vous en tirez? Et une deuxième question sur votre bilan, est-ce que vous estimez que ce nouveau terrain de jeu politique à l'Assemblée nationale avec votre groupe peut être une bonne rampe de lancement pour 2027? Alors d'abord, on dit que c'est dans les 100 premiers jours qu'on impulse en quelque sorte un mandat. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a senti absolument aucune impulsion dans ces 100 premiers jours d'Emmanuel Macron. Il ne s'est quasiment rien passé. La seule chose qui s'est déroulée, c'est ce projet de loi sur le pouvoir d'achat qui était une obligation. Emmanuel Macron ne pouvait pas faire autrement et on voit bien qu'il est très en deçà des besoins de nos compatriotes, car je crois que la rentrée, l'automne et accessoirement également, bien entendu, l'hiver va être extrêmement difficile pour les Français. Donc c'est un projet de loi de rafistolage, de pansement sur un mal qui risque d'être en même temps très profond et très douloureux. Pour le reste, rien. Rien, zéro, la bulle. Rien n'a été impulsé par Emmanuel Macron en 100 jours. C'en est presque étonnant, presque déroutant, cette inertie totale du pouvoir. Heureusement qu'il y a eu les élections législatives pour apporter un vent frais et une impulsion politique dans le pays, mais qui n'est pas évidemment du fait du président, mais du fait des électeurs. Quant à l'Assemblée nationale, ça n'est pas un terrain de jeu. Voilà. Car nous ne jouons pas à faire de la politique. Nous prenons la politique très au sérieux parce qu'encore une fois, les décisions qui sont prises ici ont une conséquence directe sur la vie de nos compatriotes, sur leur sécurité, sur leur pouvoir d'achat, sur la qualité du système de protection sociale. Et nous aurons très certainement l'occasion d'en reparler puisque, vous le savez, le gouvernement entend à nouveau réformer l'indemnisation du chômage et nous aurons très certainement à batailler sévèrement contre cette volonté d'amenuiser encore les protections qui sont dues à nos compatriotes. Ça n'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain d'exercice de la volonté du peuple. Et je me réjouis, moi, de voir que l'Assemblée nationale a repris du pouvoir. C'est clair, c'est évident. C'est ici que les choses se passent. Ça fait bien longtemps qu'il ne se passait plus grand-chose à l'Assemblée nationale du fait des majorités pléthoriques qui s'y sont succédées. Il se passe enfin quelque chose. Le débat, c'est ici qu'il se déroule. Les décisions, c'est ici qu'elles sont arrachées. Le combat politique, c'est ici qu'il se mène. Et c'est parce que c'est ici qu'il se mène, d'ailleurs, que j'ai d'ores et déjà annoncé que nous ne participerions pas au joujou d'Emmanuel Macron, à sa dernière lubie, le Conseil national de la refondation, dont l'objectif, en réalité, est de contourner l'Assemblée nationale, probablement parce que les résultats des élections législatives ne plaisent pas au président de la République. Donc nous entendons bien, encore une fois, défendre l'Assemblée nationale comme le lieu où le peuple s'exprime, le lieu où le peuple se défend, en dehors de toute autre structure montée pour l'occasion et qui n'a qu'une vocation supplétive. Quant à 2027... Monsieur Besson, je sais que vous êtes sûrement nostalgique de la campagne présidentielle, mais c'est loin encore. Sur la question migratoire, depuis quelques temps, le gouvernement durcit le ton. On pense à Gérald Darmanin qui a prononcé une question d'un imam. On sait que le Rassemblement national est très attentif à ces questions. Est-ce que sur ces thématiques-là, vous serez aux côtés du gouvernement, tant et si bien qu'ils vont dans votre sens? Oui, mais on commence à connaître le gouvernement et particulièrement M. Darmanin, les coups de menton. Les agitations qui ne sont que des agitations de parole. Voilà. La politique menée par Emmanuel Macron, on l'a vu dans les chiffres, on l'a encore vu dans les chiffres récemment donnés, c'est plus d'immigration qu'il n'en a jamais eu. Voilà.
La réalité, c'est que l'immigration est hors contrôle dans notre pays. Et ça n'est pas quelques engagements sur une modification législative qui permettrait d'expulser quelqu'un qui aurait qui vivrait y compris en France depuis l'âge de ses 13 ans, qui va changer quelque chose. C'est l'ensemble de la politique d'immigration qu'il faut modifier de fond en comble dans notre pays. Quant à cet imam expulsé, il est un des dizaines qui devraient être expulsés. Et si je puis me permettre, la liste d'ailleurs des mosquées qui soutiennent, qui condamnent l'expulsion de cet imam devrait servir de base pour l'analyse de fermeture, des listes de fermeture des mosquées radicales. Je note également que la France insoumise, comme nous l'avions toujours dénoncé d'ailleurs, s'est précipitée pour soutenir les pires islamistes qui soient, ceux qui prononcent sur notre territoire les propos les plus abjects, les plus anti-républicains, les plus dangereux pour notre République. Bon, ça n'est qu'une confirmation pour nous, mais c'est peut-être une révélation pour d'autres. Bonjour, Paul Lopera, AFP, Agence France-Presse. Votre mouvement va fêter ses 50 ans à l'automne. Le fondateur du Front National s'est plaint publiquement de ne pas y être a priori associé. Alors, est-ce que vous avez associé à ces célébrations? Et puis, quelle célébration rendez-vous faire pour les 50 ans du Encore faudrait-il qu'il y ait célébration. Voilà, bon, donc la réalité, c'est que ce que nous ne souhaitons pas, c'est mélanger le Congrès, qui est un événement de démocratie interne extrêmement important, avec une date anniversaire. Le Congrès, c'est le Congrès. Voilà, donc c'est le Congrès, c'est celui qui va décider de mon successeur. Au passage, tous ceux des journalistes qui expliquaient que Marine Le Pen ne quitterait jamais la tête du Rassemblement national, qu'elle va s'y accrocher comme la moule à son rocher, que les Le Pen n'accepteraient jamais que quelqu'un d'autre puisse être à la tête, en sont pour leurs frais. Je ne sais pas si je lirai sous quelques plumes des regrets pour ce procès d'intention qui a pu m'être fait, mais vous voyez que je cède très simplement et très facilement ma place et que je vais laisser se dérouler cette compétition démocratique qui est évidemment fondamentale et qui va permettre à la future équipe dirigeante du Rassemblement national, en accord évidemment totalement avec le groupe de députés à l'Assemblée nationale, de continuer à pousser les idées auxquelles nous croyons. Donc nous n'avons pas encore réfléchi si nous ferions un événement de quelque nature que ce soit. Sûrement il y aura un événement qui sera symbolique, mais c'est pas dit, puisque vous n'êtes pas adhérent, que vous y soyez conviés. Est-ce que vous pensez qu'il faut durcir ou alléger les sanctions contre la Russie? Mais je pense que ces sanctions ne servent strictement à rien, si ce n'est à faire souffrir les peuples européens et accessoirement le peuple français, dont je considère que nous avons la responsabilité de lui apporter du soulagement. Là, aujourd'hui, il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas constater que, contrairement aux rodomontades de notre gouvernement, l'économie russe n'est pas à genoux, la Russie n'est pas en cessation de paiement, ni rien de tout cela. La réalité, c'est qu'exactement comme les sanctions qui ont été décidées à l'époque de la Crimée, eh bien, nous sommes beaucoup plus victimes de ces sanctions que ne l'est la Russie, voilà, qui a trouvé d'autres clients, bien sûr, ou qui contourne en réalité les différents embargos par divers autres pays. Ce qui est plus ennuyeux, c'est qu'on est en train de voir se constituer un groupe de pays, et notamment en matière de défense, une alliance en quelque sorte, hein, une alliance de défense entre différents pays du monde qui, si l'on en croit la liste qui a été donnée par M. Lavrov, représente plus de 3 milliards d'habitants. Ça, c'est quelque chose qui est évidemment une inquiétude et en tout cas un échec. Donc c'est une succession d'échecs, la stratégie qui a été mise en œuvre par l'intermédiaire de ces sanctions. Je souhaite donc que non seulement elles s'atténuent, mais qu'en réalité elles disparaissent pour éviter à l'Europe de se retrouver face à un blackout, notamment concernant les importations de gaz, qui, encore une fois, peut voir la situation dégénérer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour
J'avais déjà évoqué toute une série de possibilités. La première des possibilités, la vraie sanction à l'égard de la Russie aurait été précisément d'effondrer le prix du gaz et du pétrole. Et pour effondrer le prix du gaz et du pétrole, eh bien, on aurait pu, après tout, réunir l'ensemble des pays producteurs de gaz et exportateurs de gaz, l'ensemble des pays exportateurs et producteurs exportateurs de pétrole, pour qu'ensemble, on se mette d'accord sur un prix qui était un prix très bas, ce qui aurait beaucoup étranglé, si je puis me permettre, financièrement, plus la Russie qu'aujourd'hui, où elle vend plus et plus cher que ce qu'elle ne vendait avant la mise en œuvre de ces sanctions. Voilà, par exemple, une piste que nous avions donnée à l'époque et qui aurait été plus efficace, très largement plus efficace, ou juste efficace, ce qui n'est pas le cas des sanctions qui ont été décidées par l'Union européenne et par la France. On prendra une dernière question, compte tenu des températures. Dans cette compétition, à aucun moment vous ne ferez part de votre préférence. Est-ce que vous ne craignez pas une guerre fratricide entre anciens et nouveaux? Non, pas du tout. Pas du tout, non. J'ai souhaité rester neutre pour une raison très simple, c'est que je pense que tant Jordan Bardella que Louis Alliot, en réalité, sont sur la ligne politique sur laquelle j'ai été moi-même élu à plusieurs reprises, que j'ai défendu, que je défends au sein du Rassemblement national, mais que je défendais également au sein du Front national depuis déjà plus de 20 ans. Comme il n'y a pas une ligne politique fondamentalement différente de la mienne, je ne me sens pas obligé de prendre position et je laisserai les adhérents prendre position. Et il n'y aura pas de guerre fratricide. Voilà, parce que je pense que chacun est responsable, chacun est conscient que le mouvement est un outil, c'est un outil fondamentalement important, mais c'est un outil aussi fragile comme toutes les organisations humaines. Et je crois que et Jordan et Louis ont vraiment conscience de l'importance de ne pas abîmer cet outil et de mener cette compétition interne avec respect, avec droiture. Après tout, on peut très bien défendre ses propres qualités sans obligatoirement souhaiter dire du mal de l'autre. C'est un peu le cahier des charges que je leur ai demandé de respecter. Et s'il est respecté, je n'ai absolument aucune raison pour prendre position. Ce sont l'ensemble des adhérents qui le font. Écoutez, je pense que le thème, il s'impose de lui-même, ça reste, ça demeure, quoi qu'on en dise, le thème du pouvoir d'achat. Celui-là n'est pas terminé, car les décisions qui ont été prises vont entraîner, encore une fois, des risques de pénurie d'énergie. Le problème du pouvoir d'achat va être aggravé par une inflation qui, contrairement à ce qu'explique M. Le Maire, ne va pas se résoudre brutalement après l'été, qui risque même de s'aggraver. Et puis, il y a bien entendu le problème de la sécurité dont nous voulons reparler, car le niveau d'insécurité qu'atteint notre pays est un niveau, je le crois, historique. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul endroit ni une seule personne qui soit en sécurité dans notre pays, qui soit assuré qu'il ne lui arrivera rien en allant faire ses courses, en allant au travail, en allant se promener ou même dans son propre foyer. Et cette situation qui a été un petit peu camouflée par le problème du pouvoir d'achat, on doit absolument le faire réémerger au bénéfice de la rentrée pour y apporter encore une fois des solutions qui sont urgentes. Merci beaucoup. Voilà pour les propos de Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée, qui s'est donc exprimée cet après-midi pour dresser un premier bilan, Alexis Cuvillier, de cet début de législature pour son groupe, mais aussi qui a fait le bilan des différentes textes sur lesquels ils ont travaillé, de la majorité qui n'a pas été tendre avec notamment Emmanuel Macron, et qui est revenue aussi sur cet avertissement qu'elle adresse donc notamment à Emmanuel Macron pour la rentrée. Oui, bien sûr, ça c'est le message fort. Sans grande surprise, Marine Le Pen n'a pas été tendre par rapport à son ancien adversaire de la présidentielle. Elle a qualifié les 100 premiers jours du second mandat d'Emmanuel Macron d'une période d'inertie totale. Rien, zéro, la bulle pour qualifier le premier bilan de ces 100 jours. Aucune impulsion. Le texte sur le pouvoir d'achat, il ne pouvait pas faire autrement, mais il n'est pas suffisant.
suffisant. On rappelle que le groupe Rassemblement national a tout de même choisi de soutenir ce texte. Il y a eu en effet, vous le disiez Fanny, cet avertissement pour la rentrée. Nous allons batailler sévèrement, je reprends l'expression, sur la réforme de l'assurance chômage. Vous savez que ça c'est l'un des textes qui va arriver en octobre et dont on dit que l'Assemblée pourrait s'écharper très violemment à ce sujet. L'autre adversaire de Marine Le Pen qu'elle n'a pas épargné cet après-midi, ce sont les Républicains. Le ralliement des Républicains à la majorité est évident, dit la présidente du groupe RN à l'Assemblée. C'est un faux compromis qui ne trompe personne, puisqu'ils ont voté le budget. Ils sont donc dans la majorité. Et quand elle se félicitait d'avoir pu, avec son groupe, appuyer des propositions comme le bouclier tarifaire pour les utilisateurs du fioul ou l'allocation adulte handicapé déconjugalisée, elle a dit, sauf si la girouette des Républicains en décidait autrement, puisqu'on sait qu'il peut y avoir encore de tout petits ajustements avant l'adoption définitive des textes cette semaine. Au tout début de son propos, Marine Le Pen a dit que sa stratégie, sa grande stratégie de dédiabolisation de son parti, de respectabilisation, avait porté ses fruits et que son groupe s'était glissé avec aisance dans les habits de premier groupe d'opposition, dans les habits, petite référence avec cette stratégie, vous savez que certains observateurs appellent la stratégie de la cravate par rapport à la NUPES que l'opposition accuse parfois, que les autres groupes de l'Assemblée accusent parfois de ne pas respecter tous les codes vestimentaires de l'Assemblée. NUPES qu'elle a plus ou moins épargné, cela dit, dans cette prise de parole. Merci beaucoup, Alexis, pour ce décryptage. Donc, après la conférence de presse de Marine Le Pen depuis l'Assemblée. Dans l'actualité également de ce mardi, justice a été rendue. Déclaration de Joe Biden pour annoncer la neutralisation du chef d'Al-Qaïda. Ayman al-Zawahiri, 71 ans, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche par une frappe de drone américain à Kaboul, en Afghanistan. La fin d'une traque de plus de 20 ans de l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre 2001. Pierre-Henri Holderbaum. Sa tête était mise à prix à 25 millions de dollars par les États-Unis. Le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été tué dans la nuit de samedi à dimanche en Afghanistan, comme l'a annoncé Joe Biden dans une allocution. Samedi, sous mes ordres, les États-Unis ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Repéré à plusieurs reprises sur un balcon, Ayman al-Zawahiri a été frappé par 2 missiles Hellfire tirés par un drone américain à Kaboul. L'un des hommes le plus recherchés dans le monde avait repris la tête de l'organisation terroriste Al-Qaïda à la mort d'Oussama Ben Laden, tué en 2011 par un commando américain en Pakistan. Considéré comme l'un des cerveaux des attentats du 11 septembre, qui avait fait pas loin de 3000 victimes. Aux familles qui ont perdu pères et mères, maris, femmes, fils et filles, frères et sœurs, amis et collègues, ce jour douloureux de septembre, j'espère que cette action décisive permettra de tourner la page. Responsable de milliers de morts, il se fait connaître en 1981 pour son implication dans l'assassinat du président égyptien Anwar al-Sadat pour le compte du djihad islamique qu'il fonde en 1970. Diplômé en médecine, il soignait même dans les années 80 les djihad qui combattaient les soviétiques avant de rencontrer Ben Laden qu'il rejoindra fin des années 90 dans l'organisation Al-Qaïda. Ayman al-Zawahiri est à l'époque l'ennemi numéro 1 des États-Unis pour avoir commis en 1998 des attentats contre des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Et avant de se poser la question de qui était Ayman al-Zawahiri, François Durper, bonjour, on vous retrouve, vous êtes notre consultant États-Unis. Il faut rappeler qu'avec cette annonce donc faite par le président américain hier, eh bien Joe Biden marque forcément des points. On rappelle que c'est tout juste un an presque après le retrait chaotique de l'armée américaine d'Afghanistan. Oui, Fanny, c'est tout le paradoxe en fait, parce qu'il y a la nouvelle, al-Zawahiri est mort, et puis il y a une deuxième nouvelle qui vient avec. Eh bien, le chef de Al-Qaïda, le terroriste le plus recherché du monde, était en centre-ville de Kaboul. Et ces deux nouvelles, elles coïncident, c'est-à-dire que tuer el-Zawahiri, c'est peut-être le triomphe le plus absolu de Biden en politique étrangère, en tout cas c'est comme ça que ça va être perçu par la population américaine, mais le fait que le chef d'Al-Qaïda soit à Kaboul un an après ce fiasco, ce départ des Américains, eh bien c'est l'un des plus grands échecs de sa politique étrangère. Alors là, c'était un drone, et un drone, finalement, ça ne permet pas d'avoir de renseignements.
évidemment. C'est-à-dire que lorsque le Ben Laden a été tué, c'était des forces spéciales. Donc on avait pu récupérer des portables, on avait pu récupérer des ordinateurs, une source de renseignement très importante. Mais là, beaucoup de questions vont rester sans réponse. Était-il protégé par les talibans? Préparait-il d'autres actes? Que faisait-il exactement? Où en est l'organisation Al-Qaïda? Eh bien, tout cela va rester sans réponse parce que les États-Unis ne sont plus en Afghanistan. Et évidemment, c'est une critique, notamment du camp républicain, qui disent, eh bien, on aurait pu au moins garder une force spéciale en Afghanistan pour mener ce type d'opération. François, c'est une opération assez incroyable qui a été menée. Comment les Américains ont-ils réussi à remonter jusqu'à Zawahiri en Afghanistan et à le neutraliser? Alors, pour remonter jusqu'à El Zawahiri, les Américains, l'armée et la CIA ont d'abord suivi sa famille et ils ont constaté il y a quelques mois eh bien que El Zawahiri avait rejoint les membres de sa famille en plein centre de Kaboul, qu'il ne se cachait pas. Alors la décision n'a pas été prise immédiatement, il y a eu tout un travail de vérification et c'est le 25 juillet dernier que Joe Biden a pris la décision de l'action et là c'est l'intervention eh bien des drones Ninja qui sont armés et qui sont destinés à ne pas faire de dégâts collatéraux. On sait que dans l'histoire des drones américains, il y a eu beaucoup de civils tués, notamment des enfants. Et évidemment, c'est catastrophique. Là, intervention des drones, des centaines de milliers d'heures de renseignements et finalement une opération qui fait dire à Barack Obama on peut intervenir et lutter contre le terrorisme sans occuper un pays. Et beaucoup d'Américains se disent mais était-il utile d'occuper pendant 20 ans l'Afghanistan alors qu'on voit qu'on peut traquer les cerveaux du 11 septembre, les éliminer sans occuper un pays, sans que des milliers de civils soient tués et des soldats américains également. Il y a aussi un autre élément à prendre en compte, c'est que la mort de Ayman al-Zawahiri, ça marque aussi un symbole très important pour les familles des victimes, des quelques 3000 victimes des attentats du 11 septembre 2001. Oui, je parlais à l'instant évidemment de la réaction de l'ancien président Barack Obama. Alors on va retrouver dans un instant François Durper. Petit souci de liaison, l'occasion de parler également de cet homme, Ayman al-Zawahiri. Qui était-il? Successeur d'Oussama Ben Laden à la tête de l'organisation terroriste d'Al-Qaïda. On l'en rappelle, il était recherché depuis plus de 20 ans. Son portrait avec Pierre-Henri Holderbaum. Il était l'ennemi public numéro 1 des États-Unis et le cerveau du terrorisme. Ayman al-Zawahiri rejoint dès l'âge de 15 ans le groupe islamique le plus ancien, les Frères musulmans. Et un an plus tard, il est arrêté, puis entame des études de médecine. Un intellectuel, si l'on peut dire. C'était un médecin, il vient d'une grande famille avec des liens très proches avec les grandes mosquées du Caire. Mais c'est le parcours de la barbarie qu'il emprunte. En 1981, il se fait connaître pour son implication dans l'assassinat du président égyptien Anwar al-Sadat pour le compte du djihad islamique qu'il fonde en 1970. Anciennement diplômé en médecine, Ayman al-Zawahiri soigne même dans les années 80 les djihadistes qui combattaient les soviétiques. Pendant cette période, il fait une rencontre qui marque sa vie, celle d'Oussama Ben Laden, qu'il rejoint fin des années 90 et commet très rapidement des attentats contre des ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Ayman al-Zawahiri devient naturellement le numéro 2 d'Al-Qaïda. Al-Zawahiri était vraiment la tête pensante en quelque sorte du groupe. Même peut-être plus que Ben Laden. Tous les deux sont considérés comme les cerveaux des attentats du 11 septembre, qui ont fait pas loin de 3000 victimes. Ils gèrent Al-Qaïda comme une multinationale et créent des entités partout dans le monde, en Égypte, en Libye, en Syrie et même au Yémen. À la mort d'Oussama Ben Laden en 2011, tué par un commando américain au Pakistan, Ayman al-Zawahiri prend la tête de l'organisation terroriste. 14h43, dans l'actualité également, cette enquête après l'attaque d'un commissariat de police à Vitry-sur-Seine en région parisienne. Une vingtaine de personnes ont jeté des cocktails Molotov et des mortiers d'artifice sur l'établissement et un véhicule de la BAC. C'était dans la nuit de dimanche à lundi. Et parmi les hypothèses envisagées, celle de représailles après une récente opération de police anti-stupéfiants. Laurine Velay, Jérémy Père avec Milan Argelas. L'attaque a duré 45 minutes. Dans la nuit de dimanche à lundi, le commissariat de Vitry-sur-Seine est pris pour cible par une vingtaine d'individus, vêtus de noir et cagoulés.
Il y a eu une attaque organisée du commissariat de Vitry suite à des heurts entre les jeunes et la police. Ils ont été attaqués sur leur parking avec des jets de cocktails Molotov. 4 cocktails Molotov au total, jetés dans la cour du commissariat vers 1h du matin. Les policiers sortent pour tenter de protéger l'établissement et d'interpeller les auteurs des faits. Ils essuient alors une pluie de mortiers d'artifice envoyés par les agresseurs. L'un d'entre eux explose dans une voiture de la BAC. 56 impacts ont été relevés sur ce véhicule. L'attaque aurait été perpétrée en représailles d'une opération de police lancée durant le week-end dans une cité voisine. Pour éviter que les agressions ne se multiplient, les syndicats de police réclament plus de moyens et le soutien de leur hiérarchie. J'aimerais aujourd'hui que la direction du Val-de-Marne prenne en compte que ces attaques ne sont pas anodines et qu'elles sont très sérieuses. On n'a aucun soutien de la hiérarchie sur place. Bien au contraire, on minimise les blessures. Et il est important aujourd'hui vraiment de prendre tout ça au sérieux. La réalité, c'est que le soir, sur les services de nuit, il y a beaucoup moins de monde dans les commissariats. Et pour travailler dans de bonnes conditions, il faut avant tout du personnel humain, sur le terrain. Selon le parquet de Créteil, une personne est actuellement en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, dégradation et actes d'intimidation. On en vient à présent à cette troisième vague de chaleur de la saison qui remonte aujourd'hui vers le nord de la France, avec toujours 5 départements en vigilance orange canicule dans le sud-est et les Pyrénées-Orientales. Les températures pourraient localement atteindre les 39 degrés dans l'Hexagone, voire 40. Chloé Giraud, on vous retrouve dans le département du Rhône. Vous êtes au parc de la Tête d'Or à Lyon avec des personnes qui ont choisi de se rafraîchir à la piscine. Oui, c'est ça, on est dans le parc de la Tête d'Or en plein cœur de Lyon et ici donc il est possible de se rafraîchir, de se baigner grâce à ces bassins éphémères qui sont installés ici chaque été par la ville de Lyon et qui sont très plébiscités, notamment par des journées de forte chaleur comme aujourd'hui. Il fait actuellement 32 degrés, il fera jusqu'à 34. Alors ici on vient vraiment pour se rafraîchir, il ne faut pas faire des longueurs, il n'y a que 90 cm de profondeur. On est avec Jérôme, justement, vous êtes venu ici pour vous rafraîchir. Bonjour, c'est le bon plan pour justement se rafraîchir par ces fortes chaleurs en pleine ville? Oui, tout à fait. En attendant le départ pour les vacances, on profite de cet espace éphémère avec cette grosse chaleur qu'on a sur Lyon. Alors c'est ce qu'on disait, c'est pas très profond, on vient pas pour faire ses longueurs, mais c'est pratique pour se rafraîchir. Oui, tout à fait. C'est pour faire barboter les enfants surtout. Voilà, nous on se rafraîchit également et c'est déjà bien que la ville ait mis ça en place. C'est quoi le programme pour les prochains jours? Il va faire très chaud, 38, 39 degrés. Comment vous allez vous rafraîchir encore sur ces prochains jours? On va profiter un maximum de cet espace éphémère. Donc je pense qu'on reviendra demain, on reviendra jeudi. Et on attend le départ pour nous pour les vacances dimanche. Merci beaucoup Jérôme, on vous laisse vous rafraîchir avec vos filles et donc la chaleur elle va continuer d'augmenter ici à Lyon et dans le Rhône dans les jours qui viennent. Le pic de cette vague est attendu pour mercredi et jeudi jusqu'à 38-39 degrés, donc il est bien possible bien que cet espace, que ces bassins éphémères soient très plébiscités les prochains jours. Merci Chloé Giraud, en direct de Lyon avec Valentin Rivolier pour BFM TV. On en vient à présent donc à cette vague de chaleur qui s'accompagne également de la sécheresse. Et désormais, ce sont tous les 96 départements de l'Hexagone qui sont concernés, puisque les 3 derniers, Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, viennent eux aussi de passer au premier niveau d'alerte. Juillet 2022 est déjà le mois le plus sec jamais enregistré depuis le début des mesures en 1959 et la tendance va se généraliser. Alors à quoi doit-on se préparer? À quoi ressembleront nos étés dans 30 ans? On voit ça avec Léonie Houtier et Aurore Villemur. Nous venons de vivre le mois de juillet le plus sec jamais enregistré en France depuis le début des relevés météorologiques. On le voit sur ce graphique, le cumul de précipitations est nettement moins important que les mois de juillet précédents. La France souffre du manque de pluie. 84% de notre territoire est en déficit pluviométrique. Il y a eu des départements qui sont plus touchés que d'autres. Alors on parle de PACA, on parle de la Corse, mais par exemple, si on va en Bretagne, la Bretagne a un déficit de pluie de 95%, ce qui est énorme. Pareil pour l'Auvergne. Des épisodes de sécheresse et des pics de chaleur qui seront de plus en plus fréquents. Nos étés, ils seront vraiment très chauds. On sait qu'en Europe, il y a vraiment une accélération du changement climatique. C'est 3 à 4 fois plus vite que sur d'autres zones à la même latitude, comme en Amérique du Nord par exemple. Donc on va avoir vraiment des étés qui vont être avec des canicules beaucoup plus fréquentes, des températures jusqu'à 50 degrés, des sécheresses malheureusement très fortes. Face à ces étés qui s'annoncent de plus en plus secs et chauds, les agriculteurs céréaliers se disent prêts à modifier leur mode de production.
Il faut véritablement accélérer la recherche génétique pour pouvoir donc avoir des variétés qui soient moins stressées par donc le manque hydrique. Il y a aussi un travail vis-à-vis des agriculteurs où on essaye de semer un tout petit peu plus tôt. Pour affronter ces futurs épisodes de sécheresse, c'est toute la France qui va devoir s'adapter. Végétaliser les villes, par exemple, pour réguler la température et améliorer l'isolation des logements pour ne pas suffoquer. Au rendez-vous de l'été, ma recette avec un chef. Retrouvez votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. Et aujourd'hui, c'est Pascal de la Tour du Pin que l'on retrouve dans les prestigieuses cuisines du Georges V au menu cœur de saumon tiède. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que Christian Pesquer nous accueille dans ses cuisines. 3 étoiles. 3 étoiles Michelin, on est au 5 à Paris. C'est le temple de la gastronomie française. Est-ce que je t'ai bien présenté? On peut pas mieux faire. Et aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je t'ai fait un petit saumon avec Voilà. des perles de légumes. Alors, Christian, on commence par quoi? Là, tu vas prendre des petites carottes et tu vas faire des petites billes, tu vois. Tu roules, voilà. Hein. Tu fais faire ça aux enfants, tu vois. Ah ouais, c'est génial. Regarde, j'ai ton talent. Ben voilà, regarde. Tu vois. Je vais pas être embauché. Voilà. Et là, tu me fais des petites billes de navet, pareil. D'accord. Alors, carotte, navet. Tu rentres dedans. Oui. Tu tournes. Ah oui, il faut vraiment tourner, d'accord. Voilà. Je rentre. Voilà. Super idée. Ok. Une fois que tu as ça, ouais. On en fait quelques-uns. Avec le concombre. Le navet, concombre, carotte. Super, bah tu vois que tu réussis bien. Voilà, super. Non, c'est très joli. Hein, tu vois les belles couleurs? C'est appétissant, c'est joli. Une fois que tu les as, tu as préparé de l'eau, ouais. de l'eau bouillante. On va les mettre. On va cuire la carotte un petit peu qui est plus dure. Ouais. Après, le navet. Le navet. C'est moins dur que la carotte. Un peu moins. On va okay. les faire cuire. Ouais. Et au dernier moment, okay. on va mettre des concombres. Bon, montre-nous le saumon. Va chez le poissonnier. Oui. C'est ça? Chez le poissonnier ou dans un supermarché, on prend un morceau de saumon fumé. Vous voyez combien de centimètres? Un centimètre, un gros centimètre. Tu vois? Voilà. C'est beau. Là, nos billes sont à peu près cuites. On va finir. Voilà, les petites billes de concombre qu'on rajoute. Un coup d'ébullition. On va les laisser un peu croquantes. Okay. Regarde que c'est beau. C'est beau. On va faire un petit beurre blanc. Okay. On prend un peu d'échalote. Ciselé très très fin. Ouais. On va mettre un peu de vin blanc. On va cuire ça doucement. On va mettre un peu de crème. Ah, tu mets de la crème, d'accord. On a mis ça un petit beurre à nantais. Et on prend un peu de beurre. Oui, salé. Breton. Hors de question que ce soit autre chose. Ah c'est bah ça. bien sûr. Ah oui. Faut que ça soit très liquide finalement. D'accord. Alors tu vas prendre tes légumes, tous tes légumes, tu vas les mettre à réchauffer dans ce petit beurre. D'accord. Regarde comme c'est beau. Et là, beaucoup de jus. Voilà. Et là, on peut mettre des petites fleurs. Ah, c'est des petites pensées. Tu vois? Ah bah là, ça change tout. 2 petites pensées dans l'assiette. Entre fleurs. Regarde ça, cette merveille. Ah, je vais te faire goûter, tu vas voir. Quelques légumes. Un peu de sauce. T'as le moelleux, t'as le croquant. Et surtout, t'as beaucoup d'amour dans les assiettes. Beaucoup d'amour. Refaites-le à la maison, vous allez faire un tabac. Merci Christian. Merci beaucoup pour cet accueil et ce plat merveilleux. C'était votre programme avec Céleste. La connexion Internet par fibre optique dédiée à votre entreprise. La météo tout de suite. La météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite? Regardez la météo avec Century 21, au cœur du quartier pour mieux vous conseiller. La chaleur s'intensifie et va gagner maintenant les régions du sud-ouest pour rejoindre ensuite le nord. Voici cet air chaud donc qui remonte du Maghreb, qui passe par l'Espagne, qui est arrivé donc sur le sud-est hier et qui maintenant se décale vers le sud-ouest. Alors on a toujours cette vigilance maintenue, orange sur l'Ardèche, le Vaucluse, la Drôme et le Gard, ainsi que sur les Pyrénées-Orientales, et on passe en jaune sur la plupart des régions du sud ainsi que sur le nord-est. Alors pour cet après-midi, eh bien on aura ce ciel souvent dégagé, très localement des nuages
nuages élevés qui circuleront sur les bords de Manche. À signaler en soirée ces petites averses attendues sur les Pyrénées-Orientales, d'autres sur le Mercantour ou encore sur la montagne corse où vous pourrez avoir un orage. Et ce vent qui va tourner cette brise marine, et c'est pas plus mal, qui apportera donc de l'air marin sur la basse vallée du Rhône. Les températures, je vous le disais, elles se réchauffent très sérieusement. Pas moins de 35 à 37 degrés sur le pourtour méditerranéen. Déjà 36 degrés cet après-midi à Bordeaux, 32 degrés pour Paris. Il n'y a guère que sur les bords de Manche où l'air sera respirable avec 25 à 26 degrés, 29 degrés pour Lille. Alors demain, on conservera ces conditions anticycloniques, ce ciel dégagé, quelques bancs de brouillard à signaler du côté du Pays Basque ou près de la Méditerranée. La même chose sur les bords de Manche. Et puis ces nuages qui circuleront en bord de Manche vont se morceler dans l'après-midi. On en conservera sur le Finistère ou sur la pointe nord du Cotentin. D'autres nuages arriveront d'Espagne et donneront encore ici en soirée des orages, localement aussi des averses sur l'ensemble des Pyrénées, et ce vent qui remonte là sur la vallée du Rhône. Alors les températures, la nuit sera douce, sera bien trop douce encore, avec des valeurs qui descendront pas en dessous de 20 degrés sur le quart sud-est, excepté sur Ajaccio avec 19 également pour Biarritz, 20 degrés à Bordeaux, tout comme à Paris, 14 ce sera pour Cherbourg. Et dans l'après-midi, eh bien, ça va se réchauffer davantage, rien en dessous de 30, 32 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 35 à Paris. Et vous le voyez, c'est toujours sur le Finistère ou sur le Cotentin qu'on aura 24 à 26 degrés. C'était la météo avec Vredestein, expert du pneu 4 saisons depuis près de 30 ans. On y va pour la visite ? C'était la météo avec Century 21, au cœur du quartier, pour mieux vous conseiller. Avec idgarage.com, trouvez le bon garagiste en un claquement de doigts. idgarage.com, c'est le moyen le plus simple pour comparer les devis, choisir les meilleurs garages et payer le juste prix. idgarage.com. Comparer, réserver en toute confiance. Ce gummy n'est pas un bonbon. C'est un bon boost pour fortifier et densifier vos cheveux. Le bon boost, c'est Nova Boost. Oh, un chat, c'est mignon et amusant. Mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident. Si vous voulez un chat mignon et amusant, mais pas les risques qui vont avec, eh bien prenez plutôt ça. Sinon, il y a Santévet, l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. Santévet, assurer son animal, c'est pas bête. Propriétaire ou bailleur, en isolant et ravalant votre maison par l'extérieur à partir de 79 € par mois. Restez au frais l'été et au chaud l'hiver. Baissez vos factures de chauffage jusqu'à moins 75%. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas aujourd'hui qu'on part en vacances, c'est la semaine prochaine. Je sais. Mais comme ça, je suis prêt. Fram, vous avez déjà envie d'être en vacances. En ce moment, chez Fram, la Côte d'Azur est à partir de 299 €. Profitez-en. Vous aussi, vous voulez faire comme j'aime? Mais avant de commencer, vous voulez savoir combien ça va vous coûter. Et c'est normal. En fait, ça dépend de votre objectif de perte de poids et de votre morphologie. Je vais vous montrer comment faire un devis, rien de compliqué. Vous allez sur le site commejaime.fr. Vous faites votre demande de devis en ligne. C'est simple, gratuit et sans engagement. En quelques minutes, vous connaîtrez le prix de votre programme pour perdre vos kilos en trop. Alors maintenant, plus d'excuses. Dès la semaine prochaine, commencez à perdre du poids. Alors rendez-vous sur commejaime.fr. commejaime.fr. Vous êtes plombier, restaurateur, fleuriste ou patron d'une agence immobilière? Votre vie va changer. Vous voulez faire de la pub locale à la télé, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile. Vous choisissez votre zone de diffusion. Vous définissez votre budget à partir de 2000 € et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'à diffuser votre publicité sur les chaînes locales de BFM. Enfin une solution ultra simple pour faire connaître votre activité près de chez vous. Avec idgarage.com, trouvez le bon garagiste en un claquement de doigts. idgarage.com, c'est le moyen le plus simple pour comparer les devis, choisir les meilleurs garages et payer le juste prix. idgarage.com. Comparer, réserver en toute confiance. Le beau gosse derrière, c'est mon père. En achetant du EcoPlus, comme c'est pain grillé à 72 centimes d'euros, eh bien il va se l'offrir sa belle chemise. Mais oui, t'es beau. Près de 200 produits à moins de 1 €, c'est EcoPlus. Leclerc.
Rendez-vous sur BFM Nice Côte d'Azur, votre chaîne dédiée à Nice et à la Côte d'Azur. Info locale, météo, trafic, sport, OGC Nice, 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre télé et votre smartphone. Retrouvez BFM Nice Côte d'Azur, canal 31 de la TNT, sur les box et applications gratuites. Info locale, service, proximité. Et oui, à ce prix-là, vous n'êtes pas près de rentrer. Promo Vacances. Petit prix, grandes vacances. À saisir chez Promo Vacances, la Tunisie est à partir de 399 €, tout compris. Ça commence comme ça, par des gens qui veulent changer les choses. Éco-rénover leur maison. Réduire la consommation d'énergie de leur entreprise. Passer à l'électrique. Et une banque qui leur en donne les moyens. Au Crédit Agricole, on sait que si on soutient un par un chacun de nos 25 millions de clients, ensemble on y arrivera. Innovation dans la chute de cheveux. Luxéol crée le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Une première action anti-chute avec 7845 cheveux sauvés de la phase de chute. Une deuxième action pousse avec plus 10 146 cheveux en phase de croissance. Une double action avec des résultats encore jamais atteints. Ces résultats sont cliniquement prouvés. Luxéol, le premier protocole chute de cheveux 2 en 1. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. Priorité au direct sur BFM TV. On parle dans un instant de l'affaire de ce hacker présumé incarcéré au Maroc depuis le 1er juin. Sébastien Raoult, un Français de 21 ans qui est accusé par les États-Unis d'être un cybercriminel. Son père prend la parole. On l'écoute en direct sur BFM TV. Bonjour, merci d'être là pour nous aider à ramener Sébastien en France, comme l'a dit Maître Hayon, pour qu'il soit jugé. L'histoire, je vais vous la raconter vite fait, mais vous la connaissez tous, quoi. Maintenant, je crois qu'on en a assez parlé. Mais je vais remonter un peu plus loin. Je vais remonter à 2019, où il y a en France un procès suite à une plainte de GitHub, où des hackers ont été jugés par la France pour des faits de hackage sur GitHub. Et là-dessus, les Américains ne sont pas contents du tout parce que GitHub, c'est chez nous, c'est à nous de le juger. C'est nous et nos lois qui devons régner sur le monde entier. Et très, très, très en colère après la France et fait les gros yeux. Et arrive une autre affaire où on retrouve les mêmes personnes, etc. Et là, les Américains disent, là, vous touchez pas. Ils disent le monde entier d'ailleurs. Vous ne touchez pas, cela, c'est pour nous. Au moins un, parce qu'on veut faire passer un message aux hackers, vous faites ce que vous voulez, sauf dans nos entreprises. Ça, voilà, c'est le départ de l'affaire. Et de là, ils font une demande d'enquête en France, etc. Mais la personne qui a reçu cette demande pour enquête s'est pas rendu compte que c'était des faits qui se passaient en France, s'est pas rendu compte qu'il s'agissait de Français. Il dit, pas de problème, on va enquêter pour vous. Voilà une première erreur. Alors, comme on ne nous dit rien, moi, de mon côté, en tant que père, je peux tout supposer. Est-ce que c'est une erreur d'un fonctionnaire? Est-ce que c'est une volonté politique pour faire plaisir aux Américains? Est-ce qu'on leur a vendu autre chose? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, mon fils, il est trahi dans cette affaire. Et je pense même que les Américains s'en fichent qu'il soit innocent ou coupable. Ils veulent faire passer un message aux hackers. C'est ma conviction. C'est un scénario possible, puisque de toute manière, on ne nous dit rien. On peut tout imaginer. Donc là, dans la situation actuelle, mon fils a été complètement trahi par la France. Moi, pour ma part, j'avais confiance en la justice de mon pays. Eh bien, aujourd'hui, j'ai quelques doutes. Et ma confiance s'effrite. Vraiment. Et on n'a absolument aucun soutien de la France. Sébastien est complètement abandonné. J'ai eu, par malheur, mon fils aîné, son frère, qui a été l'une des victimes de l'attentat de Strasbourg. Lorsque c'est arrivé, 3 jours après, Macron était à Strasbourg pour nous soutenir, pour venir nous serrer la main et dire tout le soutien qu'on avait. Dans le cas là,
il n'y a aucun soutien. C'est vrai qu'à l'époque, celui qui avait fait du mal à mon fils était un fou de Daesh. Aujourd'hui, c'est un ministre de la République. Peut-être que du coup, ça explique. Mais on est dans la même situation. On est exactement dans une même situation. Mon fils, du fait d'être arrêté au Maroc, en attendant l'extradition, est une victime. Après, le fond de l'affaire sera jugé, on demande qu'elle soit jugée en France, et on veut vraiment qu'elle soit jugée, mais actuellement, dans la situation-là, c'est une victime. Il n'aurait jamais dû y avoir ça. On se retrouve dans une situation où des Français ont enquêté pour le compte des Américains, pour des faits qui se sont passés en France, ils ont donné tout le dossier aux Américains, on n'a plus rien, et on laisse faire, et il se passe ça. Alors, c'est une erreur, mais admettons qu'au niveau des ministères, des ministres, ça, admettons qu'ils ne se sont pas rendus compte. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire qu'ils ne sont pas au courant. Merci à vous, vous avez fait votre travail médiatique. Alors, s'ils ne sont pas au courant, il faut qu'ils se posent leurs questions sur leur chargé de mission, qu'ils leur donnent les informations, quoi. Parce que s'ils ne lisent pas les journaux, c'est embêtant. Donc, ils sont au courant. C'est flagrant, il y a un déni de justice. Ils doivent arriver à trouver les moyens de réparer. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je demande vraiment à Madame la Première ministre qu'elle se mette en relation avec les Américains pour arriver à trouver une solution. Peut-être qu'ils abandonnent les poursuites, ce qui fait que la France pourra les juger en France. Peut-être qu'il y a d'autres solutions, je ne sais pas, je ne suis pas à ce niveau-là, mais il doit y avoir une discussion. Il doit y avoir quelque chose qui se mette en place de ce côté-là. Et puis je demande aussi, bien évidemment, au ministre de la Justice qu'il fasse une demande d'extradition auprès des autorités marocaines pour que mon fils puisse être jugé en France. Et ça, c'est pas très difficile, hein. Ils disent, parce que quand on demande, vous avez vu la réponse du procureur, qu'ils n'ont rien, qu'ils n'ont pas de dossier. Alors, pourtant, c'est des enquêtes qui ont été faites par la France. S'il faut remplir un document de demande d'extradition, ils ont qu'à prendre celui des Américains et le recopier. 90% de ce qui est dans ce dossier a été fait par la police française. Donc, c'est pas un problème. Ils peuvent le récupérer, ce dossier, ou sinon ils nous le demandent, on saura leur donner. Mais on peut trouver des solutions quand on veut. Mais faire l'autruche, comme ça, ce n'est pas possible. Quand même, le ministre de la Justice, c'est un avocat au départ. Et s'il n'était pas ministre, si ça se trouve, c'est lui que j'aurais été voir pour défendre les intérêts de mon fils, pour lui demander d'assurer sa défense. Et je suis persuadé à 100%, j'en mettrai ma main à couper, qu'il tiendrait les propos qu'on est en train de tenir actuellement. Il crierait, on connaît comment il aimait bien crier, il crierait au déni de justice lui aussi. Alors il y a quoi? Il n'y a plus d'éthique? Il n'a aucune déontologie? Mon fils a été trahi par des gens dans ses services. C'est à lui de réparer. C'est à lui de reprendre la main, à moins qu'il n'ait aucune main sur... et puis qu'en fait, on est en train de montrer que la justice française, c'est le gros bins. Dans ce cas, c'est bien à Madame le Premier ministre, voire au Président de la République, d'intervenir. Mais en tout cas, ça doit intervenir au plus haut niveau. Et ça, c'est réellement ma demande. Vraiment ma demande. Je voudrais rajouter aussi quand même qu'en France, je crois qu'on est dans une démocratie. Et une démocratie, ça s'organise par la séparation entre le pouvoir et la justice. Tout à fait. Il faut une indépendance de la justice, mais une indépendance de la justice, c'est pas une zone de non-droit. Il faut quand même qu'il y ait un droit de regard sur ce qui se passe. Et là, visiblement, il y a des... Alors moi, je ne sais même pas trop comment ça fonctionne, des procureurs, des juges, je ne sais pas quoi, qui ont quand même pris beaucoup de liberté dans ce dossier. On dit, oh, ça passera. Enfin, j'imagine qu'ils se sont dit ça, je sais pas, mais il y a des erreurs très très grosses, quoi. Donc on n'est pas dans une zone de non-droit. Et la justice, elle se dit au nom du peuple français, elle ne se dit pas contre le peuple français. Donc là, il y a quand même quelque chose d'important. Et aujourd'hui, on se rend compte, c'est pas un petit fait divers d'un pauvre gamin qui s'est fait arrêter pour des faits de hackage. On met en lumière un vrai dysfonctionnement
je vais dire, de la justice. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est en train de se passer? C'est que demain, le petit délinquant, ou le grand, peu importe, qui va voler un hamburger chez McDo, il va pouvoir être extradé pour être jugé en Amérique? C'est ça que ça veut dire? On est à côté de la plaque, je pense. Mais ça paraît tellement évident qu'on dit, bah oui, les faits en France, ça doit être jugé en France. Pourquoi ce silence au plus haut niveau de l'État? Pourquoi ce silence? Et moi, je veux vraiment qu'ils sortent de ce silence. Je veux vraiment qu'ils disent les choses, qu'ils arrêtent de dire il n'y a pas d'enquête, on n'a pas de dossier, c'est faux. Il y a eu des arrestations, Maître Royon en a parlé au début de cette conférence, il y a eu des perquisitions, le nom de mon fils apparaît dans ces... non pas dans les perquisitions, mais dans la mesure. Donc, depuis 2020, il y a des enquêtes faites sur des personnes où le nom de mon fils apparaît. Donc, voilà, il pensait peut-être que ça paraîtrait inaperçu ou je sais pas quoi, mais ça y est, c'est vu, c'est su. Le ministre de l'Éducation va quand même pas se ranger, lui-même devenir un délinquant de justice. Donc, il faudrait peut-être que ça bouge. Donc, voilà un peu en gros, moi, ce que je voulais dire. Les jeunes, ces fameux jeunes, autres, soi-disant, de ce groupe, sont entrés en contact avec moi. En disant, c'est pas normal ce qui lui arrive à votre fils, etc. Et c'est eux qui m'ont parlé. Ils m'ont parlé de ces arrestations, de ces perquisitions, etc. Alors, donc, vraiment, on ne peut plus dire, ça n'existe pas. Oui. Vous avez fini, monsieur Raoult ? Allez, si vous avez une question. Pour revenir justement sur cette info que vous nous transmettez, oui. Ils sont entrés en contact avec vous. Par quel biais? Ça s'est produit quand? Écoutez, c'est... Non, absolument pas. Ça n'a absolument aucune importance. Ça n'amènera rien de nouveau à l'affaire. C'est tout. Après, eux-mêmes s'exprimeront à un moment s'ils le souhaitent, par le biais qu'ils souhaitent. Moi, je vous dis ce qu'ils m'ont rapporté, et peu importe sur quel canal ils m'ont contacté. Vous avez parlé de grosses erreurs dans le dossier. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Les exemples, c'est le déni de justice. C'est que la protection juridictionnelle n'a pas été donnée. Des faits se sont passés en France. On sait qu'il va être jugé en Amérique. Mais aucune protection. Comment il va faire pour se défendre à 8000 km de là, alors que les preuves sont ici en France? Alors que le contraire... Je veux dire, ces grosses boîtes, Microsoft ou autres, elles ont les moyens de venir en France faire entendre leurs intérêts. Donc, on est dans quelque chose complètement inégal. Et puis, la compétence territoriale de la justice, ça s'est passé en France, c'est à elle de juger. Mais qu'est-ce que c'est que ça, de dire ah ouais, non, ils ont fait ça là, mais ça va être jugé ailleurs. Surtout, c'est totalement impossible. Donc, c'est là où il y a des erreurs. Mais ça, je pense que quand les Américains ont fait une demande d'enquête en France, ils leur ont c'est pas fait une enquête point final, ce serait quand même terrible si ça s'arrêtait là. Ils leur ont donné des faits, etc. Il y a quelqu'un qui a instruit ce dossier avant de dire ok, on prend l'enquête, et que personne n'est relevé la chose de dire ah ben ça s'est passé en France, ça. Merci les Américains de l'information, nous allons enquêter pour le compte de la France, pas pour votre compte. Personne ne l'a dit. C'est là, elle part de là l'erreur. Et après, j'ai l'impression que les uns et les autres s'enfoncent dans un bourbier. Et il en sort rien, quoi. Mais là, parce que ça commence à bien faire, ça fait 2 mois que ça dure. 2 mois que mon fils est dans une prison à Rabat. 2 mois qu'il mange par terre, à même le sol. 2 mois qu'il dort sans matelas. 2 mois qu'il prend des douches froides 1 fois par semaine. Ça commence à bien faire. Et toutes ces heures, tous ces jours, toutes ces minutes qu'il passe là-bas encore, c'est sur la responsabilité du ministre de la Justice, c'est sa conscience, je pense, qu'il doit être mal à l'aise. Et il serait temps qu'il se fasse la paix avec sa conscience et qu'il arrête de se sentir tiraillé. Moi, je m'en fiche quelque part de leur politique, gauche-droite, etc. Moi, je vois qu'il y a
Un gamin, qui plus est mon fils, donc qui me touche, qui est le jeu d'autres taxations. Il est vendu aux Américains. C'est vraiment ainsi que je le vis. Il est complètement laissé tomber par la France. Vous avez été en contact avec votre fils, qu'est-ce qu'il vous dit par rapport à tout ça? Je suis en contact, il nous appelle à peu près une fois par semaine. Bien évidemment, nous n'évoquons pas le fond. Voilà, on vient d'entendre Paul Raoult, le père de ce jeune garçon de 21 ans, Sébastien Raoult, qui est donc détenu au Maroc. Mélanie Vecchio est avec nous, journaliste police-justice BFM TV. On a entendu donc ce discours du père du jeune homme qui clame de nouveau son innocence et qui interpelle la justice, qui continue de dire qu'il n'obtient aucune réponse de la justice française. Alors ça, c'est l'un de ses propos. Effectivement, il dit que le ministère de la Justice, que son fils a été totalement abandonné par le ministère, notamment de la Justice. Il estime qu'il y a pour lui une enquête qui est menée en France par les Français pour les Américains. Parce que, rappelons-le, son fils est détenu jusqu'à présent au Maroc sur demande des États-Unis qui veulent, eux, l'extrader pour qu'il soit jugé aux États-Unis. Son père, justement, ne veut pas et ce garçon, Sébastien Raoult, se trouve actuellement dans les geôles de l'État marocain, à Rabat plus précisément. Alors, il va interpeller plusieurs ministres, dont la première ministre, Elisabeth Borne, pour qu'Elisabeth Borne se mette en relation avec les États-Unis pour faire quelque chose pour son fils. Et puis, il interpelle également Éric Dupond-Moretti, ancien avocat qui est ministre de la Justice actuelle, pour qu'il fasse une demande d'extradition pour que son fils puisse revenir en France. C'est à Éric Dupond-Moretti, dit-il, de reprendre la main. Il accuse très clairement la justice française. Alors, nous n'avons pas pu confirmer ces informations, à savoir s'il y a véritablement une enquête qui est ouverte en France. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est que Sébastien Raoult est détenu au Maroc depuis maintenant 2 mois. Et il risque 116 ans de prison aux États-Unis, Sébastien Raoult. Donc, demande d'extradition de son père pour que son fils soit jugé en France. On va suivre, bien sûr, l'évolution de la situation et savoir si les demandes seront entendues. On le rappelle, donc, Paul Raoult, le père de Sébastien Raoult, 21 ans, qui est à présent donc en prison au Maroc, à Rabat, accusé de cybercriminalité par les États-Unis. Nous reviendrons sur cette information, cette affaire dans quelques instants. Merci beaucoup Mélanie. On parle également ce mardi du commissariat de Vitry-sur-Seine, près de Paris, attaqué par une vingtaine d'individus dans la nuit de dimanche à lundi. Des tirs de mortier d'artifice et des cocktails Molotov ont été utilisés. 3 personnes ont été interpellées, une est en garde à vue. On va rejoindre tout de suite Dominique Marie. Vous êtes sur place, Dominique. Une attaque qui a eu duré 45 minutes. Que s'est-il passé exactement? Racontez-nous. Il faut s'imaginer près d'une vingtaine d'individus cagoulés, habillés tout en noir, qui, dans la nuit de dimanche à lundi, vont s'en prendre à ce commissariat qui se trouve derrière moi. Dans un premier temps, ils vont lancer des cocktails Molotov en direction de ce bâtiment. Un certain nombre de ces cocktails Molotov incendiaires vont donc atterrir dans la cour qui se trouve derrière. Les policiers, bien sûr, vont réagir, tenter évidemment de comprendre ce qui se passe, d'éteindre le début d'incendie et ensuite tenter d'interpeller les individus qui sont face à eux. Et c'est là que dans un deuxième temps, ces policiers qui sortent à l'extérieur vont être ciblés par des tirs de mortier d'artifice. Les tirs de mortier d'artifice, ce sont des feux d'artifice qui sont détournés de leur usage et qui, évidemment, quand ils sont détournés de leur usage, deviennent extrêmement dangereux quand ils sont pointés en direction d'un individu. C'est ce qui va se passer notamment pour des policiers de là-bas qui vont être ciblés à l'extérieur et leur voiture d'ailleurs va être en partie détruite par ce mortier d'artifice. Alors, il y a des blessés très légers, quelques policiers qui souffrent d'acouphènes. Pour l'instant, on en reste là. Et puis, bien sûr, une enquête qui a été ouverte avec, vous le disiez, 3 individus qui ont été interpellés et un seul qui est placé en garde à vue et qui est actuellement entendu par les enquêteurs. Des policiers qui, évidemment, s'interrogent sur les raisons de cette attaque et qui font le rapprochement avec ce qui s'est passé le week-end dernier dans une cité à proximité d'ici. Une interpellation qui s'est mal passée et les policiers, effectivement, s'interrogent pour savoir si, au fond, cette attaque n'est pas une sorte de revanche contre eux. Dominique Marie pour ses précisions en direct du Val-de-Marne avec Gaëtan Malaquin pour BFM TV. Alors, la thèse des représailles est-elle à l'étude? C'est l'une des pistes évoquées. Les précisions de Vincent Vintighem du service police-justice de BFM TV.
Pour l'instant, aucune hypothèse n'est privilégiée, mais c'est vrai que l'hypothèse d'un événement en représailles à une arrestation qui a eu lieu ce week-end dans la cité voisine, la cité Lucien Français, est quand même dans l'esprit des enquêteurs. Tout simplement parce que les faits qui sont produits ce week-end à l'origine sont ceux d'une simple voiture qui patrouille dans le quartier Lucien Français. Ils sont insultés par différents individus et puis ils procèdent à l'interpellation d'un homme. Ça se passe relativement mal. L'homme outrage, fait acte de rébellion, il est interpellé. Et ce serait donc en représailles à cet événement qu'une vingtaine d'individus s'en sont pris au commissariat de Vitry-sur-Seine dans la nuit de dimanche à lundi. Alors pourquoi est-ce que les enquêteurs étudient cette thèse? Tout simplement parce que l'attaque de Vitry-sur-Seine était quelque chose de coordonné, d'organisé. On voit notamment qu'il y a eu 2 événements sur les 45 minutes d'affrontement. Une première attaque avec des mortiers et puis une seconde attaque avec des engins d'artifice, notamment. Les enquêteurs ont retrouvé sur place l'un de ces mortiers d'artifice qui était littéralement accroché à une barrière pour s'en servir un peu comme une barricade, comme si les événements avaient été vraiment préparés. Et du reste, la préfecture de police indique aujourd'hui qu'elle a renforcé le secteur pour éviter que les événements se poursuivent et qu'elle procède au contrôle des caves pour voir si d'autres engins incendiaires peuvent être découverts. Pas de problème. La chronique éco tout de suite, Pierre Kupferman. Votre programme avec Citia Immobilier. Pour tous vos projets, pensez Citia Immobilier. Bien chez soi. Votre programme avec Honor Magic 4. La magie de l'image. Honor Magic 4, The Power of Magic. Honor. Bonjour Pierre. Bonjour. Les sénateurs ont ajouté un élément dans la loi pouvoir d'achat qui n'a pas suscité de polémique. Il concerne l'épargne salariale qui va pouvoir être débloquée à titre exceptionnel. Oui, là, le gouvernement ne s'est pas opposé à cet ajout. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, pour bien comprendre ce qui va changer, on va déjà rappeler les règles fiscales qui s'appliquent à la participation et à l'intéressement. Donc chaque année, les salariés qui perçoivent ces primes peuvent soit toucher l'argent tout de suite, mais ce qu'ils perçoivent, eh bien, c'est inclus dans leur impôt sur le revenu. Et comme c'est un complément de revenu, d'une certaine façon, bon, ben, ça va dans la tranche marginale d'imposition, la plus élevée. Hein, ça peut être 11, ça peut être 30%, ça peut être 41%. Donc évidemment, c'est toujours plus intéressant quand on le peut de placer son argent sur son plan d'épargne d'entreprise plutôt que de toucher immédiatement ce complément de revenu. Alors, parce que dans ce cas-là, on ne paye plus d'impôts, c'est ça? Exactement. Vous avez toujours la CSG, la CRDS qui sont prélevées de façon automatique au moment du versement de la prime. Mais quand vous acceptez de bloquer votre argent pendant 5 ans, eh bien oui, vous évitez d'avoir à payer l'impôt sur le revenu. J'ajoute que vous n'avez pas forcément besoin d'attendre 5 ans parce qu'il y a certaines circonstances, exceptionnelles évidemment, qui font que vous pouvez justifier de débloquer prématurément ces sommes. Alors il y a 10 raisons qui peuvent justifier ça. Je vous les ai mises sur votre écran. Et donc c'est quoi la nouveauté introduite par le Sénat, pardon Pierre? Alors que dans les 5 mois qui viennent, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre, tout salarié qui aurait besoin d'argent pour financer une dépense importante, peut être remplacer son vieux téléviseur ou son vieux canapé, organiser une fête pour ses 50 ans, s'offrir un voyage, peu importe. À ce moment-là, vous pouvez récupérer une partie ou tout l'argent que vous avez bloqué sur votre plan d'épargne entreprise. Je dis éventuellement seulement une partie puisque le montant maximal, c'est 10 000 €. Et je précise qu'il faut pouvoir justifier sa dépense parce que le fisc peut, je dis bien peut, pas le faire automatiquement, mais peut exiger des ou une facture. C'est bien de le préciser, ce petit cadeau fiscal, est-ce qu'il concerne beaucoup de monde? Alors, c'est très difficile de donner un chiffre exact, d'abord parce qu'on n'a pas toutes les données. Premièrement, combien de gens sont concernés? On sait que en 2018, en 2019, en 2020, vous avez plus de 4 millions de salariés qui ont placé leur prime de participation ou d'intéressement sur leur plan d'épargne entreprise. Mais ce n'est pas forcément toujours les mêmes chaque année. Donc combien il y en a au total, c'est compliqué. Et puis, combien vont être intéressés? C'est difficile à dire. Il y a eu, depuis 2003, plusieurs fois des opportunités comme ça, sous Nicolas Sarkozy, sous Jacques Chirac, sous François Hollande, de retirer de façon anticipée et exceptionnelle l'épargne salariale. Ça n'a pas toujours véritablement intéressé. Bon, là, on est dans une situation particulière où l'inflation grignote le pouvoir d'achat des salariés, d'un certain nombre de salariés, et donc qui peuvent être amenés pour
continuer à consommer, d'aller puiser dans cette épargne-là. On verra. C'est toujours bienvenu de toute façon. Et ce sera forcément quelques centaines de millions, quelques milliards qui vont être injectés dans l'économie. Donc ça pourrait un petit peu doper la croissance sur la fin de l'année. Merci beaucoup, Pierre.